avec par le docteur Négis Stambouli, on a posé la question de la sécurité d'utilisation du cell-saver en oncochirurgie et plus particulièrement dans un cas clinique. Il s'agit de Monsieur M, un patient de 31 ans qui présente une tumeur germinale testiculaire lymphomateuse gauche en 2020, traitée par orthidectomie sans traitement adjuvant. Il présente en 2022 malheureusement une récidive ganglionnaire rétropéritonéale, médiastinale et postérieure et pleurale également de sa tumeur, avec un engrainement aorticocave de l'artère rénale gauche et de l'artère avec un thrombus tumoral de la veine cave inférieure. Une RCP est faite en mars 2023 et statut sur d'abord une chimiothérapie préopératoire, curage lombo-aortique bilatéral par laparotomie et ensuite continué par une chimiothérapie adjuvante. Dans son bilan préopératoire, il présente une hémoglobine à 11,9 et l'intervention est prévue le 30 juin. Voilà son imagerie avec cette masse rétropéritonéale particulièrement volumineuse engainant l'aorte et la veine cave inférieure. En préopératoire le 30 juin. Il présente rapidement un état de choc hémorragique jusqu'à 1,5 mg d'adrénaline, une lactatémie à 5 mmol par litre. Un saignement préopératoire autour des 3 litres et est rempli. Et le récupérateur du cell-saver récupère 1,2 litre. La particularité qui nous a intéressé, c'est la présence de tumeurs kystiques friables qui sont rompues à multiples reprises en intra-abdominal et aspirées dans le bol du cell-saver, malheureusement. Donc pour ça, voilà un QCM. Je vous invite à flasher ce QR code pour répondre à une question. Est-ce que ça fonctionne bien ? On a flashé, voilà les propositions, je vous laisse encore répondre. Globalement, quelle est votre attitude transfusionnelle préopératoire concernant Monsieur M et sa chirurgie de curage lombo-aortique? Est-ce que vous faites absence de transfusion complète? Transfusion uniquement allogénique, pas de retransfusion du cell-saver. Retransfusion du cell-saver sans transfusion allogénique. Transfusion allogénique et cell-saver, où on ne sait pas trop, l'un et l'autre, ça dépend. Donc, j'arrive pas à voir, pardon, malheureusement, le pourcentage. Si, pardon, une majorité, on va dire à 40% répond la réponse B, donc transfusion allogénique et pas transfusion du cell-saver, de manière éparse les 3 dernières propositions. Donc, pour rappeler, pour comprendre l'anémie en période périopératoire est extrêmement fréquente. La survie post-transfusion allogénique est bien sûr améliorée par un patient qui reste en anémie. Malheureusement, la transfusion allogénique est associée à un risque de récidive carcinologique. Les complications de la transfusion allogénique sont également autres, cardiovasculaires, pulmonaires, infectieuses, virales, bactériennes, immunologiques, avec une immunomodulation, et donc carcinologique avec un risque de récidive et un risque de progression tumorale par immunomodulation. Les alternatives à la transfusion allogénique sont, dans un premier temps, la récupération cellulaire péropératoire avec retransfusion autologue, des agents pharmacologiques avec le fer intraveineux, les antifibrinolytiques, la stimulation de l'électropoïèse qui est contre-indiquée en chirurgie oncologique, la transfusion autologue, les infusions d'hormones sont beaucoup moins utilisées, voire plus du tout, le cell-saver. Voilà un schéma qui reprend le fonctionnement global du cell-saver. Une aspiration que l'on voit au niveau du périnéal gauche du patient, qui peut être partout, correspond à l'aspiration péropératoire du sang du patient. Le circuit est épariné pour éviter que ça thrombose et il se finit dans le réservoir ici présent. Une fois que le volume est suffisamment important dans le réservoir, on peut s'attendre à un bon rendement. Dans ce cas, on débute une centrifugation avec un lavage abondant, exhaustif par une solution saline. Ça permet d'éliminer d'un côté les déchets et de récupérer un culot globulaire autologue à retransfuser directement au bloc opératoire. Une des possibilités, c'est de l'adjonction d'un filtre antileucocytaire entre le culot et le patient pour permettre d'éliminer les cellules leucocytaires ou bien les cellules tumorales. Le cell-saver, il est rentable une fois que le patient a perdu au moins 500 ml de sang ou 10% de son volume sanguin total pour avoir au moins 1 à 2 unités cellulaires, globulaires rouges. Le volume à transfuser varie
en fonction de la perte de sang, du volume de l'hématocrite et de la capacité de filtration, de traitement du cell saver. Le but de la centrifugation, c'est d'éliminer tous les détritus cellulaires ou humoraux, l'hémoglobine libre, le plasma, les cellules activées comme les plaquettes ou les leucocytes, la fibrine ou le complément. En haut à droite, un produit sanguin idéal, globalement avec des valeurs de globules rouges viables au moins de 90%, un taux d'hématocrite assez important. Les avantages du cell saver par rapport à la transfusion allogénique, c'est d'une part l'éviction des risques liés à l'allotransfusion, qui sont multiples, l'alloimmunisation et l'infection. Le cell saver permet de réduire de manière significative la transfusion allogénique. Les coûts du cell saver sont neutres par rapport à la transfusion allogénique, c'est-à-dire qu'ils sont comparables. Ça permet de diminuer l'immunomodulation de l'allotransfusion et c'est une technique qui est globalement disponible dans les centres présentant des chirurgies à risque hémorragique. Que nous dit l'Agence européenne d'anesthésie en 2018 sur l'utilisation du cell saver? Premièrement, identifier les patients à risque de saignement et corriger leur anémie opératoire, bien sûr. Et en dernier point, il précise l'intervention ciblée pour réduire le saignement péropératoire, donc à savoir le cell saver. Il statue même qu'il n'est pas contre-indiqué en chirurgie carcinologique, uniquement en cas d'aspiration directe de cellules tumorales ou de sang issu de la tumeur, ce qui était le cas dans notre technique. Les problématiques, donc, c'est en chirurgie oncologique, un essaimage de cellules tumorales dans le champ opératoire par le chirurgien, par dissection des veines, dissection de la tumeur, et donc la présence de cellules tumorales aspirées et après centrifugation dans les culots globulaires. La question qui se pose, c'est la question de la viabilité de ces cellules tumorales après transfusion, qui reste encore en controverse. Il n'y a pas de directive explicite sur l'utilisation du cell saver en oncochirurgie. Difficile de standardiser en fonction des patients, en fonction de ses limites et de ses contre-indications. Et le cell saver en oncochirurgie représente quand même 17% des blocs d'oncochirurgie. Que nous disent les études expérimentales in vitro sur l'utilisation du cell saver? Premièrement, des mesures de bon sens, un lavage exhaustif à la solution saline avec une centrifugation pour éliminer les déchets et éviter de retransfuser les culots contaminés, c'est-à-dire par des particules infectieuses virales, bactériennes, des cellules activées ou des cellules tumorales. Une autre diapositive sur des mesures pour permettre de réduire la charge tumorale. Globalement, un chirurgien expert dans son domaine, optimiser le traitement oncologique, un appareil avec un lavage efficace. Mais le plus important dans tout ça, finalement, c'est éviter le contact avec le néoplasme et jeter le sang provenant directement de tumeur hémorragique. Encore une fois, à l'encontre de notre cas clinique où on avait aspiré directement des cellules tumorales dans le patient. Cependant, quelles sont les techniques qui nous permettent d'éliminer les cellules tumorales dans les culots globulaires? Premièrement, l'irradiation de ces culots et deuxièmement, la présence de filtres antileucocytaires. L'irradiation avec un rayonnement ionisant permet d'éliminer jusqu'à presque 100% des cellules tumorales. Cependant, il n'y a pas de données cliniques après retransfusion de ces culots irradiés et c'est un processus qui est long et coûteux et donc très peu adapté au bloc opératoire avec des patients en état de choc hémorragique. Les filtres antileucocytaires permettent d'éliminer globules blancs et cellules tumorales des unités globules rouges. Ils ont un diamètre assez fin, entre 40 et 100 microns, et permettent de réduire de manière significative les contaminants des culots. La notion peut-être la plus importante de cette diapositive, c'est le délai de transfusion. En augmentant les résistances par un filtre, la transfusion se fait goutte à goutte avec un délai qui peut aller jusqu'à 20 minutes pour un culot. Et bien évidemment, l'utilisation d'une contre-pression est contre-indiquée au but de diminuer la capacité du filtre. Voilà à quoi ressemble un filtre antileucocytaire. Il s'agit en fait d'une tubulure à sang avec laquelle avant se trouve un filtre pour permettre de filtrer les cellules tumorales. Que nous disent les études in vitro? Globalement, il y en a plusieurs. Sur les filtres antileucocytaires, une première qui a évalué la filtration de cellules tumorales issues de cancer urologique. Après l'utilisation d'un filtre standard, il retrouvait encore des cellules tumorales dans le culot et après ajout d'un second filtre, il retrouvait plus de cellules tumorales. L'épuisement médian de ce filtre antileucocytaire
et presque de 100% également, sans corrélation avec le nombre de cellules tumorales qui pouvait être parfois très important. Ça permet d'avoir une concentration de 0,1 cellules par microlitre, ce qui est globalement très faible. On utilise des études cliniques sur l'utilisation du cell saver contre versus transfusion allogénique dans différents types de chirurgie. Pour résumer, un grand nombre d'études entre les années 90 et aujourd'hui, en chirurgie orthopédique, digestive, urologique ou gynécologique, il n'y a pas de différence en termes de survie ni en termes de récidive qui sont parfaitement comparables, sauf avec la chirurgie orthopédique où il semblerait qu'il y ait une réduction même de ce risque de récidive. On s'est intéressé plus précisément à 2 études. 7 études concernant la chirurgie des sarcomes qui sont quand même très présents à l'hôpital Gustave-Roussy. C'est la première étude qui évalue ce sujet, qui a été publiée en 2021. Elle est rétrospective et elle a évalué le volume de sang réinfusé et elle a recherché s'il y avait présence ou pas de cellules tumorales après filtration par filtre antileucocytaire. Le recrutement a été fait de 2015 à 2019. Il y avait 109 interventions, soit de sarcome dans 80% des cas, soit de métastases dans 20% des cas, qui ont été classés, ces 2 groupes, soit dans un groupe mini-pelvectomie, soit prothèse des membres inférieurs, soit excision large avec une majorité de prothèses des membres inférieurs. Le but était l'analyse des culots globulaires après filtration et rechercher la présence de cellules tumorales, soit par cytométrie, soit par frottis sanguin. Les résultats, ils ont trouvé une retransfusion chez presque 94% des patients, un volume moyen qui était non négligeable, qui pouvait varier donc de 1 à 2 culots globulaires rouges, et malgré ça, des patients qui étaient transfusés allogéniquement dans quand même 60% des cas malgré retransfusion du cell saver. L'analyse du sang par cytométrie a été possible dans 80% des cas et dans seulement 30% des cas avec un frottis, mais ils ont retrouvé dans aucune de ces situations la présence de cellules tumorales dans les filtres et dans le sang sur les frottis. Les auteurs concluent donc au fait que le cell saver dans ce type de chirurgie est adapté devant une perte de sang importante et avec un sauvetage cellulaire qui est presque majoritaire avec une retransfusion qui semble particulièrement indiquée. Il n'y a pas de preuve de cellules tumorales dans le sang après filtration et globalement c'est concordant avec les autres études sur le sujet. Seconde étude, pardon, c'est mal passé, une méta-analyse qui a été publiée par une équipe allemande en 2020 qui évaluait le cell saver avec ou sans filtre. La majorité des patients n'avaient pas de filtre au cas de réinjection du cell saver, avec 400 patients pour lesquels un filtre avait été utilisé. Et donc ça, contre des patients qui étaient soit transfusés de manière allogénique, soit autologues stockés, soit non transfusés. Il y avait globalement 27 études, dont 6 avec filtre. Les critères de jugement étaient globalement les mêmes que les études précédentes, à savoir le risque de récidive, la létalité, le taux de transfusion allogénique et la durée de séjour. Entre les 2 groupes, le suivi médian était de 3 ans et la qualité des preuves a été statuée par les auteurs grâce à une évaluation standardisée de faible à très faible. Car c'était majoritairement des études rétrospectives observationnelles. Les résultats concernant le risque de récidive, on retrouve un risque de récidive qui est globalement diminué par rapport aux transfusions allogéniques avec une hétérogénéité qui est nulle. Par contre, le risque de létalité et la durée de séjour étaient comparables entre les 2 groupes, avec cependant une hétérogénéité entre les études qui était quand même beaucoup plus importante, donc de modérée à significative. Voilà le forest plot concernant le taux de récidive contre le cell saver ou transfusion allogénique. On trouve effectivement le résultat significatif avec réduction du risque de récidive avec une hétérogénéité de 0%. Également à titre indicatif, voilà le clinique avec un peu moins d'études et une hétérogénéité qui était quand même plus importante. Et une étude concernant la durée du séjour et une hétérogénéité qui était plus importante. Les auteurs relèvent dans leur étude plusieurs forces. Premièrement, ils ont fait une analyse en intention traitée, non pas par protocole,
Ils ont évalué que les risques étaient globalement similaires entre les groupes transfusion par cell saver et transfusion allogénique, avec une hétérogénéité à 0% concernant le risque de récidive qui était finalement un des plus importants. Et ils considèrent également que le filtre semble être une alternative sécure en cas de contamination du sang. Les limites, globalement, il s'agit de presque quasiment des études rétrospectives, observationnelles, avec des données importants, pas de nomination, pas d'aveugle et beaucoup de données manquantes. Nous concluons en l'absence de preuves de surrisque de récidive, de létalité, ni de prolongation du séjour en cas de retransfusion par cell saver versus l'autre transfusion. Qu'en est-il de notre cas clinique et donc de cette situation particulière en cas de aspiration directe de cellules tumorales et de sang issu de la tumeur et donc de contamination du culot globulaire? Plusieurs études ont évalué l'infiltration de cellules de tumeurs rompues aspirées dans le cell saver. Une première qui a évalué l'infiltration de tumeurs vertébrales directement aspirées avec 11 échantillons de tumeurs rompues et aspirées. Après filtration, il retrouvait filtration de 8 de ces échantillons sur 11. Une seconde étude, c'est une étude qui a évalué la rupture de cette carcinome hépatocellulaire et aspiration et retransfusion de cell saver. Globalement, 80% des tumeurs n'étaient pas rompues, il y avait quand même 3% des tumeurs rompues et aspirées. Et sur 7 culots après filtration, seulement 2 avaient encore des cellules tumorales et après une seconde filtration, aucun de ces culots n'avait de cellules tumorales. Une petite particularité, c'est qu'ils avaient utilisé à ce moment-là un filtre chinois avec une capacité de filtration qui était globalement plus faible que les filtres qui sont aujourd'hui couramment utilisés avec une capacité beaucoup plus importante. Qu'en est-il ensuite si jamais il y a contamination d'un culot, retransfusion et présence de cellules tumorales malgré filtration? Qu'en est-il de la réinjection de ces cellules tumorales dans le sang? Plusieurs études ont évalué la viabilité des cellules tumorales de la circulation. Première notion à noter, c'est qu'un patient qui présente un cancer présente également une circulation de cellules plasmatiques métastatiques en dehors de toute intervention, en dehors de toute manipulation. Chez les patients multimétastatiques, ça peut aller jusqu'à plus de 23 000 cellules par 7,5 ml de sang. Deuxième notion, opératoire, de par l'effet pression, la manipulation de la tumeur et la rupture de veines drainant la tumeur, il y a passage plasmatique de cellules tumorales dans le patient. Et enfin, il semblerait qu'il y ait moins de 0,01% des cellules plasmatiques circulantes, si jamais il devait y en avoir, qui seraient capables de former des métastases. Globalement, la majorité des cellules tumorales injectées en intraveineux sont détruites et à la centrifugation et filtration, les cellules perdent presque en totalité leur vitalité et leur pouvoir de réplication. L'objectif donc c'est d'avoir un culot avec une concentration de cellules tumorales qui est inférieure à la concentration plasmatique circulante du patient. Bien sûr, encore une notion, le risque métastatique hématogène diffère en fonction de la tumeur. Les tumeurs ont un potentiel métastatique plasmatique plus important que d'autres, et ça dépend également du stade, donc il faut pondérer la balance bénéfice-risque en fonction de cette notion également. Pour reprendre notre cas clinique, Monsieur M et son curage lombo-aortique, on rappelle un état de choc hémorragique avec une concentration de sang significative qui pourrait être donc transfusée. Cependant, des tumeurs multiples ont pu aspirer dans le culot globulaire. Je vous invite à nouveau, je vais supprimer juste les valeurs et je relance. Je vous invite à nouveau à répondre à ce QCM. Et à la vue de toutes ces notions, est-ce que vous pourrez répondre à nouveau? Les propositions après? Oui, bien sûr, vous les remettez ici. Très bien, donc on voit qu'il y a une différence par rapport à la première réponse. On voit là maintenant que la majorité des réponses vont dans le sens d'une transfusion de cell saver et d'une transfusion
transfusion allogénique. Cependant, quelle a été notre stratégie? On a uniquement transfusé de manière allogénique le patient sans transfusion du cell saver. Toute cette recherche s'est faite a posteriori car on s'est posé la question. Donc, état de choc hémorragique péropératoire, polytransfusion, CQ, PFC, CUF, hexacyle et calcium également. Après discussion avec le chirurgien, effectivement, qui avait objectivé de multiples tumeurs rompues et aspirées avec un volume tumoral assez important dans le cell saver, une discussion avait conclu à l'absence de retransfusion. Cependant, on a quand même envoyé en cytologie le sang récupéré et centrifugé pour recherche de cellules tumorales. Que nous dit cet examen? Il s'agit d'un prélèvement de qualité qui ne retrouve pas de signes de cytologie, de signes de malignité après centrifugation. Donc en conclusion, le cell saver en oncochirurgie est déjà un consensus en cas d'hémorragie massive imprévue. En cas de risque hémorragique prévu, il y a probablement un intérêt à utiliser le cell saver et probablement aussi en cas de rupture tumorale et d'aspiration de cellules tumorales. Il n'y a pas de recommandation générale établie, uniquement des avis d'experts. Il faut donc pondérer la balance bénéfice-risque en fonction du contexte clinique du patient, de la tumeur, etc. Probablement également qu'il y a une utilité des filtres antileucocytaires. Cependant, il faudrait pour ça faire des essais contrôlés randomisés pour évaluer véritablement avec des preuves fiables l'utilité et la sécurité des filtres et de la reconstruction du cell saver. Juste en ouverture, il s'agit là d'une étude du Royaume-Uni, prospective contrôlée randomisée, qui évalue cell saver versus transfusion allogénique chez des patientes atteintes de carcinome ovarien qui vont subir une chirurgie d'exérèse. Ils ont fini leur recrutement en 2022 pour 60 patients. Et donc on attend la suite de l'étude. Merci beaucoup.